Bienvenue à tous et à toutes. On y va. Elle, c'est Laurie. Et ça va être la protagoniste de notre histoire. Et Laurie, elle est jeune, elle est insouciante, et puis elle rêve de travailler dans le monde merveilleux du développement logiciel, et en particulier le développement web. Sauf que elle ne se doute pas qu'elle est malgré elle, suivie par des entités qui ne lui veulent pas, mais pas du tout du bien. Les métallois. Alors bonjour à tous et à toutes, moi je suis Stéphane Trével, je suis à la base un développeur web, puis j'ai vu la lumière et maintenant je fais du Rust. Je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui se fait sur l'écosystème Linux, et Rust, il y a des sujets. Vous pouvez me retrouver très facilement sur les réseaux sociaux, j'utilise mon vrai nom et tout, n'hésitez pas pour causer, moi je suis toujours disponible pour causer. Et je bosse pour la société Whiskel, je suis consultant, donc c'est une ESN qui travaille autour du cloud, du DevOps, du scaling. Si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir m'en parler, j'en parle avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que les métallois ? On va revenir à notre protagoniste, Laurie. Donc Laurie débarque dans sa nouvelle entreprise, sa première entreprise, Metacortex, qui est une grosse ESN. Et son manager la colle en tant que développeuse sur la page panier d'un site d'e-commerce d'une grande marque. Et elle ne fera que du front. Laurie s'interroge. Je suis développeuse web, j'ai appris à faire du front, j'ai aussi à faire un petit peu de back, je peux aussi travailler sur les autres pages, je peux aider quoi. Et là, son manager lui dit non, nous on est une boîte sérieuse chez Metacortex, on utilise des frameworks de pointe, on utilise des méthodes de pointe, comme Scrum. Toi, tu sais pas encore comment ça se passe, tu es jeune. Dans notre équipe, on fait du front sur la page panier. Si tu veux faire du back, non, c'est pas dans notre équipe. Tu veux causer avec du back, non, il va falloir causer avec les équipes qui en font, etc. Pareil pour les autres pages. Laurie vient de découvrir malgré elle la première des lois. La loi de Conway. Toute organisation qui conçoit un système produira un système dont la structure est une copie de la structure de communication de l'organisation. Dit autrement, votre architecture logicielle est déjà décidée d'avance. C'est la structure de communication de votre entreprise, de votre projet. Vous avez 3 équipes, vous aurez 3 modules. Vous avez 5 équipes, vous aurez 5 modules. Que vous le vouliez ou non. Si vous essayez d'aller à l'encontre de ça, ça va vous coûter beaucoup de points de santé mentale. Il va falloir lutter, il y aura de la politique. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment on mitige ça ? C'est extrêmement difficile parce que je vous ai dit que c'était déjà décidé. Changer l'architecture nécessite de changer l'organisation. Et ça, il y a des RH et tout un bordel. Par contre, vous pouvez éventuellement vous reposer sur des technologies full stack, des approches, d'autres paradigmes. Mais c'est vraiment très difficile. Et j'en parle rapidement, parce qu'il y a des conférences qui en parlent bien plus longuement, parce qu'elle est omniprésente. Bon, on va revenir à Laurie. Donc Laurie, elle commence à s'attaquer à son sujet, etc. Elle commence à s'attaquer à sa fameuse page. Puis c'est un vrai plat de spaghetti. C'est le bazar là-dedans. Donc elle commence à mettre un peu d'ordre. Elle commence à « Oh non, ça c'est moche, je vais le changer, etc. » Sauf qu'à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, ça casse autre chose dans la page. La pauvre, la voilà prise avec la palissade de Chesterton. Celle-là, elle est beaucoup moins connue. Pourtant, elle est assez évidente. Tout changement ne devrait être réalisé que lorsque la raison derrière l'état actuel a été comprise. Ça, n'importe qui a fait un petit peu de développement, au bout d'un moment, on le comprend. Ce que je veux dire par là surtout, c'est que ce fameux legacy que j'entends en longueur de journée dans différents projets chez différents clients, ça n'existe pas en fait. Il n'y a que des projets nouveaux et des projets anciens. Et les projets anciens, en général, c'est ceux qui sont en prod et qui rapportent du pognon depuis un moment. Donc ça serait bien qu'on les respecte 2 secondes. Et surtout, ce qu'on appelle du code moche, la plupart du temps, c'est le métier. Et le métier est complexe. C'est ça qui produit du code qui est compliqué. Et simplifier le code, simplifier le métier. Et on peut essayer. Il y en a qui ont essayé, qui essayent de dire « Mais non, ça serait plus simple si c'était comme ça. » Ouais, mais sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Essayez par exemple la location de voiture. Essayez d'imaginer tout ce qui se passe derrière ça. Alors, moi, l'idée derrière, c'est de dire, si vous voulez éviter de vous prendre les pieds dans le tapis, bien évidemment, prendre le temps de comprendre votre domaine métier, ce qui n'est pas du tout réservé aux product owners. J'ai un problème avec cette séparation entre product et tech. Non, prenez le temps de comprendre le domaine. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui apporte une solution avant de produire du code. Donc, prenez le temps. Documenter, c'est toujours la même chose. Je rappelle, moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Notre métier, il est à 80% littéraire. On interagit avec des langages. On interagit avec des gens avant d'interagir avec des machines. Et ça permettra de comprendre d'où ça vient.
Et moi, je suis le gros pénible là-dessus, sur tout ce qui est test automatisé. Donc oui, essayez d'écrire des tests it-oui. Si vous avez des problèmes pour écrire des tests end-to-end, je pense que vous avez d'autres problèmes bien plus graves. Mais c'est ce qui vous permet de définir vos invariants, ce qui n'est pas censé varier. Allez, on va voir comment va Laurie, parce qu'elle est en train de coder, etc. Elle pousse une PR et oulala, non, elle est aux prises avec un individu particulièrement peu recommandable, un tech lead, pardon. Il s'appelle Michael, vous aurez compris pourquoi. Et qui lui dit qu'elle a intérêt à bosser la couverture de code, parce qu'on a décidé dans l'entreprise que c'était 80% la couverture de code. C'est dans SonarCube, il y a une quality guide, ça ne passera pas à 80%. Non mais oh, tu te crois où là ? 80% et puis c'est tout. Donc elle est stressée, elle veut bien faire, etc. Donc elle est prête à tout. Elle est prête à même commencer à écrire des tests unitaires sur des choses qui n'étaient pas codées, mais comme ça permet de faire monter artificiellement la couverture de code pour enfin passer les 80%. Pas de bol pour Laurie. Elle est tombée dans la cruelle loi de Goodhart. Lorsqu'une mesure devient une cible à absolument atteindre, elle cesse d'être une bonne mesure. Et ça, c'est le fameux un fait divers, une loi, qui a été popularisé par des hommes politiques, pour ceux qui se rappellent. Moi, ce que je vous recommande, d'une manière générale, c'est définissez un ensemble de SLO, de SLA, de SLI. Suivez-les, mais surtout suivez-les avec bienveillance. À partir du moment où vous mettez une quelconque pression sur un objectif à atteindre, Goodhart va venir et va vous saccager votre indicateur. Et il va le saccager pour un bon moment. Bon. Comment elle va, Laurie? Donc, elle en a marre, commence à s'armer, on a commencé à discuter de 2-3 métalois, et donc ça y est, elle est confiante, elle a 2-3 moyens de mitigation, elle va y arriver, elle a très confiance en elle, elle a trop confiance en elle. Lorsqu'elle fait face à l'effet Dunning-Kruger, les personnes ayant une compétence limitée dans un domaine surestiment souvent leurs capacités. Et le corollaire, les gens performants ont tendance à sous-estimer leurs compétences dans un domaine d'expertise. On peut parler longuement de l'effet Dunning-Kruger, sa limite, etc. Ça ne va pas être mon propos ici. Moi, ce que je voudrais vous dire, pour ceux qui ont connu Donald Rumsfeld, vous allez vite reconnaître, il y a ce que vous savez que vous ne savez pas, et ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Dunning-Kruger est à la 3e ligne. Et si vous pensez que vous n'êtes pas affecté par l'effet Dunning-Kruger, vous êtes probablement affecté par l'effet Dunning-Kruger. Donc, moi, ce que je vous recommande, remettez-vous en question continuellement. Essayez d'étendre justement le champ de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, et essayez de comprendre qu'est-ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Identifiez les sachants, donc ceux qui ne savent pas se vendre, bien évidemment, vous en connaissez, des gens qui savent énormément de choses et qui disent non, mais moi je suis nul. Ok, donc si, non, t'es pas nul du tout, et tu vas m'expliquer. Et ça, c'est extrêmement important d'aller les chercher. Et bien évidemment, se remettre en question, c'est pas forcément subir le syndrome de l'imposteur. Tout le monde le subit. Moi, je le subis 4 fois par jour. Je suis en train de le subir là, maintenant. Tenter, échouer, c'est aussi apprendre. Voilà, donc avec ça, on peut se poser 2 secondes. Laurie peut repartir sur des bases saines. Sauf qu'en rétrospective, elle se fait allumer par l'archi du projet qui dit « Ah ben non, moi j'ai prévu du truc sur mon PowerPoint. » Rappel, tout fonctionne sur un PowerPoint. J'ai prévu de livrer ça au client dans 3 semaines, etc. Et là, avec tes histoires de PR, de machin, etc., tout ça, ça part en saucisse. Et c'est pas cool. Ben ouais. Parce que pendant qu'on était en train de causer, il y avait 2 sœurs jumelles qui étaient en train d'ourdir lourdement dans le dos de Laurie. Qui? La loi de Hofstadter. Ça prendra toujours plus de temps que vous ne le pensez, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. Elle est géniale, celle-là. Et la loi de Parkinson. Quel que soit le travail à faire, la durée d'une tâche s'étirera pour remplir le temps qu'il est alloué. Ça aussi, n'importe qui a pris 2 tickets dans le sprint et qui a dit « Oui, bah c'est bon, ça a pris le sprint. » Voilà, bon, j'ai fini en 2 jours, mais ça a pris le sprint. Les humains sont catastrophiquement mauvais dans les estimations. On a beau faire de notre mieux, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de leur mieux par rapport à ça, c'est catastrophique d'une manière générale. Parce qu'il y a tout un tas de raisons. Dunning-Kruger. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Conway. Oui, on va arriver à gérer ça avec l'équipe back. Sauf que non, elle est en congé. Voilà, va gérer après. Etc. Et Chesterton, tout ce que vous découvrez au fur et à mesure. Et c'est un sujet qui est régulièrement d'actualité. Ça, c'est un article de blog de DHH, le créateur de Ruby on Rails, excusez du peu, ça date de août 2024. Et c'est un CTO, c'est un CEO. Donc, c'est un sujet qui revient régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête d'estimer? C'est tentant.
C'est difficile à vendre, surtout quand vous avez des gens qui sont payés pour gérer ces estimations, donc c'est un petit peu compliqué de leur dire qu'ils n'ont plus de travail. Moi, ce que je recommande d'une manière générale, ce que je vois chez mes clients, c'est d'arriver à définir correctement un MVP. Mais un vrai MVP, hein, parce que souvent j'ai des maximum valuable product. Donc non, c'est pas l'idée. Non, c'est vraiment d'avoir un MVP et d'itérer. Et je suis obligé d'y aller à la hache, hein, vous vous rendez pas compte. Et surtout, comme d'habitude, on en revient à la bienveillance. Une estimation, je veux dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, pour rappeler les politiques. Et non, on en revient à la bienveillance. Si vous commencez à considérer les estimations comme des engagements, ça va mal finir. Et donc, en m'en entendant parler, oui, parce qu'il n'y a pas que Deadpool qui a le droit de casser le 4e mur, en m'entendant parler, Laurie, elle se dit, attends, mais c'est fatigant tout ça, moi j'en ai marre de naviguer à vue. Comment on fait? Et là, un de ses collègues, qui est chargé d'une équipe de comptabilité en COBOL, décide de répondre et dit, oui, à la limite, tu n'as qu'à utiliser une stack technique qui tient la route dans le temps. Moi, je pense que les technologies qu'on estime ennuyeuses, anciennes, mais en fait, ce sont des bonnes technologies parce qu'elles ont résisté à l'épreuve du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Lindy. Plus longtemps quelque chose de non périssable existe ou est actuellement utilisé, plus longtemps son espérance de vie s'allonge. Ça paraît contre-intuitif comme ça, mais c'est logique. Ce qui dure a une raison de durer, et cette raison de durer fait qu'elle durera. Et je vais troller 2 secondes, ça m'arrive souvent. Mais être moderne, parce que j'entends souvent cette expression-là, le nouveau framework moderne, le nouveau langage moderne, etc., etc. Être moderne, c'est simplement être contemporain. C'est pas forcément être meilleur. En tout cas, pas être meilleur surtout. Il y a toujours un trade-off. Il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours quelque chose à payer. OK ? Donc, moi, je dis toujours étudier, voyez, expérimenter. Moi, quand j'ai commencé à me mettre à Rush, je me suis dit, attends, ouais, ok, je vais signer du nez, etc. Mais c'est quoi les trade-offs? C'est quoi ce que je gagne? Quand j'ai vu tout ce que je gagnais par rapport à ce que ça m'a coûté, notamment en termes de saignement de nez, c'est là que je me suis dit, ok, il y a un vrai truc à creuser par rapport à ça. Et j'avance un peu parce qu'on va bientôt manquer de temps. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir un petit peu ces lois, je me suis dit, je vais les mettre dans un dépôt Git. Voilà, je vais commencer à les lister, sachant qu'il existe une page Wikipédia qui liste tout ce genre de lois, mais sur tous les métiers. Moi, je me dis, je vais quand même faire un subset sur ça, parce qu'il y en a sur la physique, la biologie, etc. D'ailleurs, il y en a certaines que je vous ai montrées qui ne sont pas issues à la base de l'informatique, mais qui s'appliquent à l'informatique. Donc, voilà, je vous donnerai le lien à la fin, mais c'est vraiment un sujet passionnant. J'en parlerai beaucoup plus. Là, je fais un quickie, mais j'en parlerai beaucoup plus. Je suis au DevFest à Nantes, si ça vous intéresse. On en parlera beaucoup plus longuement. Et la raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'en faire une conf et de vous en parler, plutôt que de simplement créer un dépôt, c'est de mettre des mots sur des situations qui vous sont déjà arrivées, qui me sont déjà arrivées, des situations qui ne sont pas forcément difficiles, des trucs où on se dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi on galère sur ce projet? Les métallois, elles existent. Qu'on y croit ou non, en tout cas, elles existent et elles ne nous veulent pas du bien. Et en même temps que je vous parle de tout ça, moi, l'idée, c'était aussi de vous donner des éléments, parce que si vous n'avez qu'un seul outil pour arriver à survivre, vous risquez de subir le marteau de Maslow. Si le seul outil que vous avez est un marteau, tout finit par ressembler à un clou. C'est valable pour les langages, c'est valable pour les frameworks, c'est valable pour les paradigmes. Donc moi je vous dis, expérimentez. N'hésitez pas à aller voir ce qui se fait ailleurs, n'hésitez pas à tenter d'autres langages, d'autres paradigmes. Restez pas fermés, expérimentez, sortez de votre domaine de la technique. Vous voyez, moi là je ne parle pas de technique, je vais parler un petit peu comme ça vite fait, mais c'est des métallois qui sont sociales et littéraires. N'hésitez pas à jeter un œil à ce qui se passe à côté. Et si ça vous intéresse, je suis à Bordeaux en novembre et pour parler d'HTMX. Mais je parle moins d'HTMX, du métier de développeur web, justement, si ça vous intéresse. Je pense que j'arrive au bout. Alors, je vous ai mis mon dépôt Git si ça vous intéresse, qui contient les métallois que j'ai répertoriés jusqu'à maintenant, puis les feedbacks sur Voxstream si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Si tu devais choisir une métalloi que tu devrais ou pas suivre, justement, une qui te sert de point de pire de Karmak en fait, tu choisirais laquelle? Le marteau de Maslow. Je pense que vraiment c'est celle qui... La première fois que je l'ai vue, je pense que c'est celle que j'ai utilisée dans mes réunions à chaque fois, donc d'une part pour paraître intelligent, mais aussi parce que j'y crois fondamentalement, c'est vraiment celle-là. Parce que très souvent je tombe chez mes clients sur « on a toujours fait ça ».
On a toujours procédé comme ça. Les parents de nos parents faisaient ça. Et nous, on fera ça. Et moi, j'arrive et à chaque fois, je pose la question, mais est-ce que c'est cohérent avec votre stratégie ? Est-ce que vraiment vous voulez partir là-dessus? Mais vraiment, pourquoi? Et à chaque fois, en fait, j'en reviens à celle-là. Mais il y en a plein d'autres. Je crois que j'en ai une vingtaine dans le repo. Il y en a qui sont plus intéressantes, il y en a qui s'appliquent, mais vraiment, je reviens sur le marteau de Maslow parce que c'est le truc, un peu la révélation. Je me suis dit, ben oui. Voilà. D'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.